Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver en ce jour en compagnie de maître Julie Jacotot, avocate associée auprès du cabinet Fromont-Briens. Julie, bonjour. Bonjour Benoît. Un nouveau webinaire consacré au régime de retraite à prestations définies, appelé communément article 39. Après un an à attendre les circulaires de cadrage, les nouveaux régimes à prestations définies peuvent enfin faire leur apparition sur le marché. Réformé en 2019 pour passer d'un système de droit aléatoire avec un salarié qui devait être présent dans l'entreprise pour en bénéficier à un système de droit acquis que le salarié soit présent ou non dans l'entreprise pour en bénéficier, la circulaire de la Sécurité sociale qui fixe les clés de répartition obligatoire entre entreprises et assureurs a été publiée en décembre dernier. Cette période a été propice à une remise à plat nécessaire, car depuis juillet 2019, les anciens dispositifs doivent être fermés à toute nouvelle adhésion. C'est-à-dire qu'ils ne doivent plus accepter, les régimes ne doivent plus accepter de nouveaux bénéficiaires. De plus, depuis 1er janvier 2020, aucun nouveau droit conditionnel ne peut être acquis au titre des périodes d'emploi postérieures à cette même date, c'est-à-dire que les droits doivent être gelés de manière à ne retenir que les périodes d'emploi antérieures au 1er janvier 2020. Alors on peut peut-être juste rappeler Benoît que cette réforme des régimes 39 était attendue depuis de très nombreuses années. À l'origine, ces régimes 39 étaient très démocratiques, car ils bénéficiaient à tous les salariés des entreprises. C'était souvent des régimes mis en place au sein d'entreprises publiques privatisées, inspirés du régime de retraite des fonctionnaires. Donc au départ, c'était un champ de bénéficiaires assez large. Et au fil du temps, ces régimes sont devenus plutôt réservés à un cercle assez restreint de dirigeants. Et on va dire qu'avec tout le lot de scandales médiatiques qui ont accompagné la mise en place de ces dispositifs, les politiques ont au fur et à mesure annoncé leur fin prochaine, sauf que rien ne s'est passé pendant de très nombreuses années, et c'est finalement la nécessité de se mettre en conformité avec le droit européen qui a eu raison d'eux. Sachant que le gouvernement avait en fait le choix entre soit en effet imposer aux entreprises de mettre fin aux anciens 39, soit d'obliger en effet les entreprises à mettre fin aux anciens régimes 39 et aussi leur laisser la possibilité de mettre en place un nouveau dispositif conforme au droit européen. Et c'est cette seconde option qu'a choisi le gouvernement. Alors, ce système, a priori, est plus complexe à appréhender par les entreprises, mais pour les salariés, en revanche, il est beaucoup plus simple. Et on va voir que ce nouvel article 39 va très certainement se développer assez fortement, car c'est quand même un très très bel outil à la main des entreprises pour traiter les sujets de retraite. Alors ce nouveau dispositif bénéficie bien évidemment d'un cadre juridique, fiscal et social propre, avec des conditions d'âge ou de présence dans l'entreprise qui sont encadrées, puisque dans ces nouveaux articles 39, si on peut dire cela comme ça, le versement des droits acquis peut être soumis à des conditions d'âge et ou de présence. Mais cette possibilité est encadrée et ainsi il est possible de prévoir des conditions de présence, si je ne m'abuse, et une condition d'âge. Alors ces conditions de présence dans l'entreprise, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, présence ou durée de cotisation sans que la somme de ces durées ne puisse excéder 3 ans. Et la condition d'âge, c'est que sans celle-ci puisse excéder une durée supérieure à 21 ans. Maintenant, au niveau des bénéficiaires, je crois qu'il y a aussi des choses assez intéressantes à soulever en termes de définition. Tout à fait. Alors déjà, la première chose, on peut commencer par là, c'est que les entreprises sont relativement libres dans la définition des bénéficiaires. Donc ça peut être des salariés ou des mandataires sociaux. Le texte prévoit même la possibilité de mettre en place ces dispositifs pour un seul bénéficiaire. C'était en pratique déjà le cas pour les anciens régimes 39, mais là c'est vrai que c'est écrit expressément dans les textes, donc c'est plutôt nouveau comme disposition. L'administration a également précisé, parce qu'on pouvait se poser la question, qu'il n'y a aucune exigence liée au respect du caractère collectif, comme on peut l'avoir pour la définition des catégories de bénéficiaires pour des régimes de retraite à cotisation définie, par exemple. Donc toujours dans cette idée de grande liberté laissée aux entreprises pour définir le périmètre des bénéficiaires. Et autre point de nouveauté, c'est que pour le coup, pour les mandataires sociaux bénéficiaires ou les salariés qui perçoivent une rémunération égalant ou excédant du plafond de la sécurité sociale, les règlements de retraite devront prévoir des conditions de performance
qui sont là aussi à la main de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui va déterminer si on est sur des conditions individuelles ou liées à un groupe d'individus ou même au résultat de l'entreprise. Donc ça fait partie des éléments qui doivent être définis par le dispositif. Et donc, ce sont des nouveautés, on va dire, par rapport aux anciens 39. C'est cette nécessité de rajouter des conditions de performance. Mais c'est des choses, en effet, que nous connaissions déjà, notamment avec l'attribution d'avantages de retraite supplémentaires à des mandataires sociaux. Donc, sur le périmètre des bénéficiaires, on est sur quelque chose, d'assez large, avec cette contrainte liée aux performances, mais où on a finalement une certaine liberté pour définir le point. Alors je pense qu'on peut rappeler que pour mettre en place un article 39, les entreprises doivent bien sûr permettre à tous les salariés de bénéficier d'un système d'épargne de retraite type Pérécole ou Péréo. Ça n'a pas bougé. Non, alors c'est vrai que cette disposition, elle existait déjà pour les anciens régimes de retraite à prestations définies. Elle était souvent méconnue, aussi parce que c'était une disposition non codifiée d'une loi. Là, pour le coup, elle est vraiment reprise dans le texte qui vient régir le nouveau statut, le nouveau traitement social du dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies. Donc là, il y a plus de doute et c'est un point qu'il faut vraiment avoir en tête, sachant qu'en plus la question se pose pour les entreprises qui auraient en effet un PERCO ou un nouveau PERCOL bénéficiant à l'ensemble des salariés. On se pose quand même la question de savoir si ces dispositifs qui prévoient généralement des conditions d'ancienneté de 3 mois, comme la réglementation le permet, permettent de respecter cette obligation. Mais en tout cas, c'est une disposition qu'il convient toujours, bien sûr, d'avoir en tête quand on met en place ce type de dispositif. Sur la constitution des droits de retraite des salariés, donc la condition d'achèvement de la carrière dans l'entreprise étant supprimée, les droits du salarié seront définitivement acquis, même en cas de départ de l'entreprise avant la liquidation de l'âge de la retraite légale. Ces droits supplémentaires sont acquis chaque année, ils sont exprimés en pourcentage de la rémunération annuelle, soumise bien sûr aux cotisations sociales. Ce pourcentage est limité à 3% par an. Le cumul des pourcentages de tous les employeurs confondus est limité à un nombre de points qui est de 30. Et ces points sont calculés à partir des pourcentages annuels qu'on a précités. L'administration a prévu une possibilité de rétroactivité uniquement pour l'année que nous vivons, 2020, pour les contrats qui seront souscrits avant le 31 décembre 2021. Et ces droits sont acquis, qui sont revalorisés annuellement sur la base d'un coefficient légal qui est lié à l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les mandataires sociaux, vous l'avez dit, ou les bénéficiaires qui ont une rémunération de l'année supérieure à 8 passes, l'acquisition de droits devra être soumise à des conditions de performance professionnelle, puisque là on est sur des plafonds très très importants. Il y a d'autres éléments qu'il faut noter à ce niveau-là, Judy. Alors dans les textes, en effet, vous avez résumé on va dire notamment les plafonds et les principes d'acquisition annuelle de droits, qui est vraiment le principe fondamental de fonctionnement de ce type de dispositif. Après, il y a en effet ce qui est écrit et ce qu'on constate en pratique, puisque là, ça fait quand même quelques mois maintenant que les entreprises commencent quand même à se lancer dans la mise en place de ces nouveaux dispositifs. Et qu'est-ce qu'on constate, en fait, les entreprises pour déterminer le taux de cotisation annuel? Il y a un ensemble de paramètres qui rentrent en compte. Déjà, le premier, c'est quand même le coût du dispositif, puisque ça coûte quand même assez cher de constituer des droits acquis au titre de ces nouveaux dispositifs. Il faut savoir qu'à peu près pour garantir 1 euro à ses salariés, il faut en payer 25 à l'assureur pour pouvoir garantir son engagement. Donc c'est quand même un élément qui rentre en compte. Le deuxième élément qui rentre en compte, c'est quand même la volonté d'avoir une certaine continuité avec les anciens régimes 39. C'est-à-dire que souvent on cherche à construire on va dire un taux de cotisation qui corresponde plus ou moins, même si on parlait avant en droit aléatoire et que maintenant on parle en droit acquis, mais on essaie d'avoir une sorte d'équivalence de nouveaux droits acquis par rapport à ce que généraient les anciens dispositifs. Donc on essaie d'avoir une certaine continuité par rapport à ça. Et puis aussi il y a un aspect, c'est que comme vous l'évoquiez, il y a un plafond de 30 points sur toute la carrière des salariés. Donc on veut aussi que les salariés ne fassent pas forcément tout de suite ou trop vite, en tout cas le plein de points, puisque finalement pour ceux qui cotiseraient assez tôt dans leur carrière, on pourrait assez vite faire le plein, alors même qu'on sait que les rémunérations elles sont
normalement le plus élevé en fin de carrière. Donc l'idée, c'est pas forcément d'être à 3% pour tous les bénéficiaires. Et ce qu'on constate plutôt en tout cas par rapport aux premiers contrats qui ont été mis en place, on est plutôt sur un taux d'acquisition annuel compris entre 1 et 2%. Sachant qu'en plus, certains des dispositifs prévoient, comme c'était le cas des anciens, un calcul sous déduction, par exemple, des droits de retraite à cotisation définie, du régime 83, ou aussi sous déduction des estimations des droits à retraite obligatoire, retraite de base et retraite à Agirc-Arrco. Donc tous ces paramètres-là, finalement, rentrent en compte pour pouvoir déterminer le taux de cotisation, le bon taux de cotisation qu'on va appliquer dans l'entreprise. 2 modes de financement aussi qui existent pour la constitution, constituer le capital de rente en fait. Donc la rente différée, la rente viagère différée, chaque année l'assureur appelle auprès de l'entreprise un capital constitutif qui garantit la rente à 100%. Et puis le fonds collectif, là, c'est chaque année un capital constitutif qui est calculé sur la base de paramètres techniques du moment, qui est appelé. Ça a l'avantage de couvrir, ce capital a l'avantage de permettre de couvrir au moins 80% de la rente pour chaque salarié bénéficiant du système. Les plus-values réalisées dans le cadre de la gestion en unité de compte peuvent contribuer à couvrir la totalité de l'engagement. Et ce mode de financement peut donc être moins cher, si je peux prendre ce terme-là, pour l'entreprise. Et puis, bien évidemment, quand il existe 2 systèmes, il y a un système hybride et qui peut être un financement de type par fonds collectif, mais reposant en fait sur des comptes individuels. Avantage d'une gestion individuelle avec horizon et désensibilisation en fonction de l'âge de la sortie du salarié. Une solution sécurisée, là aussi, où la promesse faite à l'un n'est pas forcément altérée par la promesse faite de l'autre quand on est sur ce système de gestion. Donc ça, ce sont des choses qui sont appréhendées par l'entreprise au moment où elle souhaite ça mettre en place. Et bon, là aussi, il y a des compléments certainement que vous pouvez faire par rapport à des provisionnements de gestion externalisés ou non. Quel est votre sentiment là-dessus? Alors, en tout cas, ce que vous relevez, Benoît, c'est qu'en effet, il y a 2 types de techniques assurantielles finalement pour respecter les dispositions légales en la matière, qui ne coulaient pas de soi justement. La première, le système des rentes viagères différées, découlait en effet de la lettre du texte. Par contre, la solution du fonds collectif, elle nous a été vraiment apportée par l'administration dans le cadre d'une instruction. C'était une faculté qui était demandée par les assureurs et par les entreprises, mais qui ne découlait pas directement du texte, donc raison pour laquelle l'administration devait intervenir pour la pérenniser. Et c'est vrai que on dit souvent que les droits, les engagements liés au nouveau régime de retraite, en fait, coûtent forcément plus cher que ceux des anciens, puisque dans les anciens régimes 39, vu qu'on était sur des droits aléatoires, le provisionnement tenait compte, en fait, du taux de turnover des entreprises. Sauf que là, comme on est sur un dispositif de droit acquis, le provisionnement de l'engagement coûte plus cher. Après, comme la réglementation nous impose à externaliser au moins 80% de l'engagement, on a moins de droits, on va dire, moins d'engagement à provisionner, mais ce moins, en tout cas, coûte proportionnellement plus cher que ce qu'il aurait coûté dans l'ancien dispositif. Donc, en tout cas, ces 2 techniques assurantielles sont parfaitement validées par les textes, et en effet, l'entreprise aura le choix, entre guillemets, entre les 2 dispositifs, sachant aussi que tout dépendra de la façon dont vont présenter les choses les organismes assureurs. Est-ce que tous les organismes assureurs présenteront les 2 options? Comment tout cela va vraiment s'organiser pour chaque entreprise, ça va être aussi la question qui va se poser. Le dernier aspect, c'est qu'en termes de contribution sociale, donc une contribution patronale est créée à un taux unique de 29,7% qui est assise sur les primes versées par l'employeur pour financer ce système de retraite. À noter que les anciens contrats article 39 étaient eux aussi soumis à une contribution assise au choix de l'entreprise, cette fois-là, soit sur les primes à un taux de 24, soit des versements, soit sur les rentes versées aux bénéficiaires à un taux de 32, pour celles liquidées depuis le 1er janvier 2013, si je ne me trompe pas. Parallèlement, est également maintenue à la charge du bénéficiaire la contribution, qui est assise, elle, sur les rentes, de 7% ou de 14%, en fonction du montant de cette rente.
Une fois qu'on a dit ça, il reste quand même encore des points, je crois, qui sont pas totalement tranchés ou des points d'attention sur ce sujet article 39. Alors, il y en a pas mal, mais on va dire si on devait en citer un qui, en plus, normalement devait être traité par l'administration, c'est la question de la transformation des droits aléatoires en droit acquis, puisque là, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est donc l'hypothèse où on a une entreprise qui a fermé son ancien régime 39, qui l'a cristallisé, et éventuellement qui envisage la mise en place d'un nouveau dispositif conforme à la réglementation. Mais il est vrai qu'on peut aller plus loin dans cette étape, on va dire, c'est de transformer les droits aléatoires en droits acquis. Il y a des dispositions dans l'ordonnance qui régit le nouveau dispositif, mais elles sont vraiment très sommaires et il devait y avoir une instruction portant sur cette question-là. Donc c'est vrai que les modalités de transformation, on va dire, des droits mériteraient d'être précisées. Après, sinon, c'est plutôt, j'ai envie de dire, sur l'opportunité de mettre en place ce dispositif-là plutôt qu'un autre. C'est vrai que les entreprises ont beaucoup réfléchi au moment de devoir cristalliser et clôturer leur ancien régime 39, puisqu'il y avait encore pas mal d'incertitudes il y a un peu plus d'un an sur les caractéristiques des nouveaux régimes 39. Donc beaucoup d'entreprises se sont quand même tournées vers l'analyse d'autres dispositifs alternatifs, comme par exemple la mise en place de contrats dits article 82, c'est-à-dire dont le financement patronal ne bénéficie d'aucun traitement social et fiscal, et aussi de mise en place de plans d'attribution gratuite d'actions. Ça, c'est très courant dans les entreprises, mais un peu orienté retraite, c'est-à-dire avec des paliers d'acquisition différents et qui mènent les intéressés jusqu'à la retraite. Donc ces dispositifs-là, les nouveaux 39, ils sont attractifs, les entreprises s'y intéressent de plus en plus, on constate nous au quotidien, mais ils ont aussi encore pas mal de concurrence avec d'autres dispositifs, pas forcément sur les mêmes terrains, mais ça fait partie des réflexions des entreprises finalement de savoir si pour compenser les anciens 39 fermés, est-ce qu'on met en place un nouveau 39 ou est-ce qu'on met en place un dispositif alternatif. Donc le nouveau 39 doit encore faire ses preuves entre guillemets pour gagner la course au regard de l'ensemble de ces dispositifs alternatifs. Julie, merci. En un peu moins de 20 minutes, faire le tour de l'article 39, vous avez compris que c'était un exercice assez difficile, assez complexe. On a voulu, là, aujourd'hui, vous donner l'essentiel de l'environnement et des clés pour que vous appréhendiez mieux ce sujet-là. Bien évidemment, n'hésitez absolument pas, si le sujet devait vous intéresser, à se rapprocher de nos équipes qui se feront un plaisir de vous répondre et de vous accompagner dans vos réflexions. Merci à toutes et à tous. À très bientôt sur un prochain numéro, certainement, de Roderer TV. Au revoir. Au revoir.